Mais tout d'abord, je reçois Candide au Quai d'Orsay, Antonin Baudry, alias Abel Lanzac, scénariste mythique de la BD culte Quai d'Orsay, devenu un film de Bertrand Tavernier. Bonsoir Antonin Baudry. Bonsoir. Enfin, le vrai visage. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Et Guillaume Roquette. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et alors, effectivement, on se dit, vous êtes polytechnicien normalien, vous êtes complètement déconnant et iconoclaste. Donc ça existe, un polytechnicien normalien génial. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas quoi vous dire. Eh ben voilà, les mots lui manquent, ça tombe bien. Un petit sujet qui vous concerne, l'expresso de Thibault Nolte, et on se retrouve juste après, Antonin Baudry. Antonin Baudry est un authentique ghostwriter, un écrivain fantôme, un nègre, une plume de celle qui trempe dans l'histoire. Super cerveau, polydiplômé, débauché par la République pour s'occuper des langages au Quai d'Orsay, il a soufflé à son patron son célèbre pied de nez à la guerre. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. 10 ans plus tard, la plume derrière la colombe est sacrée à son tour au Festival d'Angoulême. Dans Quai d'Orsay, Baudry a compilé, synthétisé, sublimé cet étonnant voyage dans l'œil du cyclonique ministère des Affaires étranges. Compétition, dévotion, mondialisme, nombrilisme, sueur de forçat et bave de crapaud sont le sel de cet avant-poste de la France. Vendu à 450 000 exemplaires, adapté au cinéma par Bertrand Tavernier, cette apnée au milieu des hauts stratèges est un fascinant cours de manufacture diplomatique. On découvre qu'une poignée de compagnons du devoir y assemble guerres et paix, emmenés par un ministre-poète dont le carillon sonne ainsi « Quand vous avez le temps de pisser, pissez, quand vous avez le temps de bouffer, bouffez, et quand vous avez le temps de baiser... » Antonin Baudry, la plume derrière la colombe, c'est joli hein, quand même. Vous êtes co-scénariste de Quai d'Orsay. Il paraît que Villepin aurait dit c'est en deçà de la réalité. Et pourtant, quand on voit le film de Bertrand Tavernier, qui est quand même assez décoiffant, comment est-ce que ça peut être en deçà de sa réalité à lui? Eh bien, écoutez, c'est un personnage assez extrême, effectivement. Oui. Personnage un peu hélicoïdal, toujours dans une forme de une hélice comme spirale, ça, voilà. Et d'ailleurs, Thierry Lhermitte incarne ça vraiment bien, parce qu'il est toujours, je pense qu'il a le record du monde du mouvement pour un acteur et des formes géométriques. Et sortie de champ. Il fait toutes sortes de figures géométriques tout le temps. Et il donne le vertige en permanence, exactement comme le faisait effectivement Dominique de Villepin. Alors justement, on va voir quelques images de ce film. On va voir une scène où le cabinet rédige dans la douleur un discours, jusqu'au moment où arrive le ministre, donc joué par Thierry Lhermitte, le mirobolant, le survolté, l'hélicoïdal, Dominique de Villepin. Mais c'est pas bon, on l'avait déjà coupé dans l'ancienne version. Pourquoi c'est revenu dans la nouvelle? Oui, sauf que la nouvelle est déjà devenue ancienne. On a remis dans la nouvelle les paragraphes qui étaient dans l'ancienne ancienne. Tiens, regarde, j'ai fait une synthèse de la deuxième partie sur les inspecteurs de l'ONU. Mais comment ça? L'ancienne première? Mais je croyais que c'était toi, Cahu, qui devais la réécrire. Non, moi je fais la conclusion de la troisième partie. Mais comment est-ce qu'il faut qu'on vous le dise? En morse? En sémaphore? En araméen? C'est pas un discours que je veux, c'est du vol d'oiseau direct. Pas de phrases, vous faites des phrases. Pas de lyrisme. Des mots, des principes, des faits. Ah, alors je regrette, on n'a pas vu le fameux stabilo. C'est vrai, l'histoire du stabilo jaune, qui est dans, la BD et dans le film. C'est toute une école, le stabilo. C'est-à-dire? Ça commence à Jacques Chirac. Oui. Ça se transmet à Dominique de Villepin. Oui. Puis ensuite à toutes ses équipes, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui représente ce stabilo? C'est un instrument de synthèse. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. D'accord, donc on souligne Héraclite et on le range dans le plumier de Talleyrand. Ça, c'est extraordinaire. Au Quai d'Orsay, donc, Dominique de Villepin avait accès au plumier de Talleyrand. Non, mais l'encrier de Talleyrand est posé sur le bureau du ministre des Affaires étrangères. Et donc, on y met ce qu'on veut après. Quel que soit celui-ci, d'ailleurs. Absolument. Quel que soit le ministre. Alors, ce matin, le film est sorti aujourd'hui. Les critiques, vous habitez à New York, vous êtes conseiller culturel à l'ambassade, donc vous ne connaissez pas forcément le système des critiques, etc. Mais il y a un peine à jouir dans Libération, le quotidien, qui s'appelle Gilles Renaud, qu'on aime beaucoup par ailleurs, et qui a dit « La classe politique française souffre d'un certain discrédit, et ce n'est pas Quai d'Orsay, le film, qui va infléchir la tendance ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, moi, je pense le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que c'est un milieu de gens totalement sacrificiels, qui travaillent vraiment 24 heures sur 24, qui sont des fois dans des formes de folie, d'hystérie, etc., qui sont critiquables, si on veut, mais qui produisent aussi des choses qui sont durables. Et ce qu'on a voulu faire dans ce film, c'est aussi renverser les choses. Commencer par la satire, commencer par la comédie, même si elle est tendre, et montrer que tout ça aboutit à une position qu'a tenue la France. En 2003. En 2003. Et qui a fait date, qui était juste par rapport aux éléments historiques qu'il y avait,
et donc de montrer que de ce chaos, de ce tourbillon comique, permanent, voire ridicule même par moment. Oui. Oui, mais chacun, en fait, dans la vie, chacun se débrouille comme il peut face à ses problèmes. Mais l'important, c'est d'arriver à construire ce que vous avez à construire. Et c'est ce que le public, c'est ce que les Français vont retenir, d'après vous? Ah bah ça, c'est à eux de le dire. Mais votre personnage, Dominique de Villepin, le ministre que vous mettez en scène, donc flamboyant, mégalomane, taillard de Worms, voilà, complètement survolté. Effectivement, il est peut-être à sa place dans ce rôle de pompier du monde quand il va à l'ONU pour refuser la guerre en Irak. Mais quand vous vous dites que cet homme-là aurait rêvé de devenir président de la République, est-ce que ça ne fait pas un peu peur quand même? Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je sais pas. Il vous appartient de dire qu'il en aurait rêvé. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Il faudrait lui demander. Il ne s'en était pas caché. S'il n'y avait pas eu l'affaire du CPE, il aurait été un candidat idéal pour Jacques Chirac pour contrer Nicolas Sarkozy en 2007. Écoutez, honnêtement, je pense que pour être homme politique à très haut niveau, il faut être fou. Sinon, vous ne faites pas ça. Et je pense que c'est vrai de tous les hommes politiques de très haut niveau qu'on a eu. Il y a une forme de folie dans le fait d'être exposé 24 heures sur 24 à l'agressivité, au ressentiment, à une forme de haine, d'agression permanente. C'est un sacerdoce. Vous sacrifiez votre vie, vous sacrifiez votre famille. C'est une façon de se protéger, cette espèce de bulle dans laquelle vous êtes tous enfermés, en fait, parce que vous vivez dans un monde parallèle où il n'y a plus ni jour ni nuit, vous travaillez tout le temps, vous êtes toujours entre deux avions. Je pense que c'est une façon d'essayer de construire. Parce que dans cette folie, il y en a qui arrivent à construire quelque chose. Moi, je respecte cette folie. Je la vois comme une folie, effectivement. Et vous l'écrivez, vous la décrivez comme telle mais je la respecte, effectivement la BD. Je la respecte parce que je pense qu'on a besoin de gens qui prennent des décisions publiques, de gens qui s'investissent là-dedans. Et c'est vrai que ceux qui critiquent en permanence les hommes politiques, on a envie de leur dire, faites de la politique, prenez le pouvoir. Parce que... Oui, d'autres images et une autre personnalité politique. Alors, Quai d'Orsay, c'est une plongée dans le ministère des Affaires étrangères. Et hier, les Français ont pu pénétrer le quotidien de l'Élysée. En tout cas, entre février et mai 2012, c'était la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Campagne intime. Ça a été tourné par Farida Khelfa, une amie très proche de Carla Bruni-Sarkozy. Elle a suivi le couple présidentiel pendant la campagne. Ça donne ça. C'est un extrait, mais qui est assez représentatif de l'ensemble du documentaire. Et ça n'est pas Tata à la mise en scène, on le précise tout de suite. Bien sûr. Pourquoi t'avais invité qui? Avec Carla, on a mis 25 minutes à partir parce qu'il y avait des milliers et des milliers de gens. Je te dis, c'était parfait. Mais alors, du coup, j'ai fait une immense connerie. J'ai oublié le sursaut national, putain. Voilà, et c'est 52 minutes comme ça, 52 minutes qui ont rassemblé 1,5 million de téléspectateurs. Comment est-ce que vous expliquez? Et ça, c'est effectivement un symptôme. Comment vous expliquez cet appétit des Français pour les coulisses, voire pour la vie privée des politiques? Je pense qu'en France, on a un rapport très particulier à l'État et à la politique. Aux États-Unis, un homme politique, c'est quelqu'un qui rend un service, c'est un maillon dans une chaîne plus large dans laquelle il y a des fondations, il y a des entreprises, il y a toutes sortes de choses. Ici, en France, le politique, c'est le père. Et forcément, on est fasciné par le père. Et en même temps, c'est très difficile d'en parler. Et tout ce qui s'en approche a un côté mystérieux, un côté énigmatique. C'est passionnant. Quand vous étiez au Quai d'Orsay de 2002 à 2004 et que vous étiez la plume et que vous maîtrisiez les éléments de langage pour Dominique de Villepin, il avait ce rôle pour vous parce que vous étiez collaborateur mais aussi citoyen et que vous étiez face à l'histoire en train de se faire d'une certaine manière quand vous avez coécrit le discours qu'il a prononcé à l'ONU en 2003. C'était un ministre, c'était donc un orateur, un grand homme politique, mais un père aussi? Une figure paternelle comme ça? D'abord, c'est lui qui l'a écrit un discours. Ah bon, il a été aidé par des tas de gens, mais... Deuxièmement, oui, je pense que moi, j'avais développé une forme de rapport filial avec lui, qui était réciproque ou pas, j'en sais rien. Mais moi, effectivement, je me sentais... sinon, j'y serais pas resté. Est-ce que vous aviez peur de lui, parfois? C'était une forme de... C'est un peu comme les films d'horreur. Vous avez peur, en même temps vous riez, en même temps vous aimez, en même temps... Oui. Mais oui, je crois qu'il m'impressionnait et en même temps, il m'amusait. Vous avez la nostalgie de cette période de cabinet? Pas vraiment, non. Non, parce que je suis passé à autre chose et... Je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a appris énormément de choses. C'est un endroit où on voit comment fonctionne l'État. Comment on travaille. Comment on travaille. Ce que dit d'ailleurs Bertrand Tavernier, dit moi ce qui m'intéressait c'était de montrer comment ça travaille à l'intérieur. Exactement. Moi au début c'est ce que disaient les gens quand on a commencé à faire la bande dessinée, ça va intéresser personne parce que c'est des gens en costume dans des bureaux. Mais en fait, moi je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens travaillent, quelles décisions ils prennent, à quoi ils sont confrontés, comment leur vie personnelle se mélange avec leur vie professionnelle et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Et quel que soit le milieu d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ça se passe dans une boulangerie, et c'est intéressant de voir comment ça se passe dans un cabinet. Vous n'êtes pas le traître, mon ami le traître, pour Villepin.
Je sais pas, il faudra lui demander, mais je crois pas. Très bien. Quai d'Orsay, donc, les éditions d'Argo viennent de publier les 2 volumes de cette BD absolument mythique en un seul. Tiens, je vous l'offre, il est fan absolu. Parce que moi, je l'ai en 2 versions, c'est mieux en un seul. Et le film, donc, scénarisé par Antonin Baudry et réalisé par Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay et pas Condorcet, est sorti aujourd'hui en salle. Merci encore d'être venu avec nous, Antonin Baudry, alias Abel